Monsieur le ministre. Bonjour. Et merci d'être notre invité. Vous venez donc de prendre part à cette conférence qui entre dans le cadre du colloque hommage à Ablaye Bathily et le professeur Barry. Alors, vous avez traité de la question sécuritaire et comme vous le savez, la CEDEAO finalement s'est implosée. Est-ce que, à votre avis, si les chefs d'État avaient écouté les analyses que l'IPS fait, on aurait sinon stoppé le terrorisme, mais on aurait pu tout au moins le contenir? Alors ça, c'est un excellent concept, contenir et ensuite défaire et vaincre le terrorisme. Aujourd'hui, il y a des pays, un pays comme l'Algérie par exemple, a donné l'exemple d'une victoire contre le terrorisme. Après, mais des sacrifices énormes, 150 000 victimes du terrorisme en Algérie, et ils ont remporté cette guerre-là. Mais il y a des résidus encore à gérer. Un autre pays qui est à côté de l'Algérie, le Maroc, est pour moi un des plus grands pays africains dans le combat contre le terrorisme en termes d'intelligence, de renseignement, de coordination, d'anticipation. Nous, ce qui nous manque, je l'ai dit, c'est d'abord le leadership. Alors le manque de leadership depuis 1960 sur beaucoup de questions essentielles, ce manque de leadership nous a mené à la situation actuelle où un pays comme le Mali, comme je le dis, le cœur de l'Afrique de l'Ouest bat au Mali. J'ai tellement immensément d'affection et de respect pour le Mali parce que le Mali, c'est notre histoire. Je le dis, moi, je suis un Halpulaar du Mandé. Les autres sont des Wolofs du Mandé, des Sérères du Mandé, des Socé Diola du Mandé. Parce que le Mandé, c'est nous tous. C'est nous tous, c'est notre histoire, c'est notre héritage. Quand j'ai vu ces gens-là, les djihadistes, aller à Tombouctou et attaquer les bibliothèques, les manuscrits de Tombouctou, pour moi, l'aspect symbolique était très très puissant. C'est-à-dire, ils étaient en train de nous montrer ce qui les a amenés. C'est une attaque en règle contre nous les Africains, nos valeurs, notre histoire, notre culture. Donc, nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des gens comme nous, qui ont à un niveau peut-être beaucoup plus simple, ont créé un institut panafricain de stratégie, paix, sécurité, gouvernance pour réagir à ce qui s'est passé au Mali et qu'on savait devoir se développer un peu partout en Afrique si on ne fait pas attention. On ne nous a pas écoutés, on a lancé des appels à n'en plus finir. On a travaillé avec un pays comme le Tchad, où le président Déby était très engagé. Il a montré en allant au Mali, apporter son concours, et ensuite dans le G5 du Sahel, donner 4 000 soldats au Nigeria, donner 3 000 soldats au Niger, etc. Au Cameroun, il a tout fait. Lui, il était engagé dans la lutte globale contre le terrorisme. Ça lui a peut-être coûté la vie, mais il était foncièrement engagé. Alors, à part ça, les autres dirigeants, faites un sommet sur le terrorisme. Essayez d'analyser la menace et le danger. Essayez d'évaluer les forces en présence. Essayez de comprendre qui sont derrière ces gens, qui financent ces gens. Essayez de voir quel est leur projet global. Et sur cette base, maintenant, on met en place une stratégie africaine. Et moi, je suis désolé de voir un plan national lutte contre le terrorisme au Mali, un plan national lutte contre le terrorisme au Sénégal, un plan national au Burkina. J'ai dit arrêtez. C'est pas une histoire de plan national. C'est le même ennemi, il faut le combattre ensemble. C'est pas une histoire de plan national. Les djihadistes n'ont pas de plan national. Ils ont un plan global. Ils n'ont pas de frontières. Ils ont un plan global. C'est comme si quelque part ils étaient plus intelligents que eux. C'est comme s'ils refusaient la balkanisation de l'Afrique. Ils sont à l'aise partout dans le territoire du Sahel. Ils vont jusqu'au Bénin maintenant pour chercher une façade maritime au Togo. Donc je dis il faut arrêter. Nos dirigeants ne l'ont jamais fait. À ce jour, on n'a pas de sommet sur le terrorisme pour discuter à fond et amener les stratèges. Les militaires africains sont extrêmement compétents si on leur donnait la chance de coordonner et on les équipait proprement. Et ces gens qui nous combattent aujourd'hui avec des drones, avec du matériel ultra sophistiqué, vous pensez que c'est des petits groupes qui ont des Kalachnikov des années 30, 40 qui viennent tirer sur les gens? C'est pas vrai. C'est un projet très grand et qui risque encore de prendre une bonne part du continent africain, ou en tout cas de les empêcher de se développer. La tragédie du Mali nous donne une souffrance permanente. La tragédie du Burkina, la tragédie du Niger, la tragédie du Nigeria, du Cameroun, du Nord Cameroun. Aujourd'hui en RDC, au Mozambique, ils sont partout. Les Chebab en Somalie, au Kenya. Cette affaire-là, il faut qu'on la prenne au sérieux. Alors, monsieur le ministre, que vous inspire l'idée que le terrorisme au Sahel et même au-delà est parrainé par les pays de l'OTAN? Ça, par contre, je ne suis pas en phase avec ça. Je ne suis pas en phase pour plusieurs raisons. Je sais que maintenant, moi, je fais attention dans les analyses, entre les analyses des panafricanistes, que je pense être de véritables panafricanistes, et les analyses des panafricanistes
de la dernière génération ou dernière minute qui adhèrent à des idées populistes. Moi, me faire croire, par exemple, que les pays de l'OTAN veulent organiser le terrorisme dans nos pays, j'ai des difficultés avec ça. J'ai de sérieuses difficultés avec ça. Parce qu'encore une fois, ça permet de dégager en touche, de déresponsabiliser les dirigeants africains et de donner la responsabilité de ce qui nous arrive à d'autres forces. Par contre, il y a des pays où les djihadistes étaient installés. Ces pays-là ont eu intérêt à ce que ces gens déménagent. Il y a des pays, de petits pays qui sont des puissances mondiales au plan financier et qui adhèrent à des idéologies salafistes. Pourquoi les Africains ne veulent pas regarder de ce côté? Parce que la coopération est bonne, l'argent vient, il y a des flots et ils refusent de parler de ces pays-là. Maintenant, ils nous amènent des histoires d'OTAN et tout ça. Moi, je verrais mal des dirigeants de l'OTAN se réunir pour dire finançons des djihadistes pour qu'ils éliminent les Africains. Ça vraiment, moi, c'est pas à mon niveau en termes d'analyse. Alors, la CEDEAO, comme on l'a dit au tout début, elle s'est finalement implosée. On a les 3 coups d'État dans 3 pays qui l'ont finalement quitté. Et l'un de leurs arguments, c'est de dire que la CEDEAO n'a pas une réelle volonté d'accompagner la lutte contre le terrorisme et qu'au contraire, elle obéirait aux ordres de Paris. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire pour arrêter? Parce que certainement d'autres pays pourraient être amenés à la quitter. Quel doit être l'antidote que ça n'arrive pas? C'est une question vitale que vous posez, une question centrale. Par rapport aux reproches que la CEDEAO n'a pas montré de solidarité avec le Mali, le Burkina et le Niger, je souscris à 100%. Je relativise un aspect, c'est qu'au début de l'attaque contre les djihadistes, contre le Mali, beaucoup de pays africains, dont le Sénégal et le Tchad et d'autres pays, ont envoyé des troupes au Mali, mais malheureusement des troupes de maintien de la paix. Or, il n'y avait pas de paix à maintenir. Il fallait aller là-bas pour soutenir le Mali. Voilà. Il fallait vraiment des forces d'engagement pour aller aider le Mali. On ne l'a pas fait. C'est une erreur. Mais quand même, certains pays ont perdu des soldats là-bas, ont fait preuve de bonne volonté. Il faut saluer cet effort et ne pas le nier. Mais en même temps, nous, on a toujours rêvé que la CEDEAO organise la lutte contre le terrorisme et ne laisse pas cette question aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens. Donc ça, je suis d'accord avec cet argument. L'autre argument, le fait que certains pays de la sous-région aient des relations, de très bonnes relations avec la France ou des relations très poussées avec la France, les ont amenés à une conclusion par raccourci. Parce que penser que la CEDEAO, dirigée par le Nigeria et le Ghana, travaille pour la France contre le Mali, ça pose problème. Il faut dire la vérité. Ça pose problème comme raisonnement. Par contre, qu'il y ait des pays francophones dans la CEDEAO qui sont plus proches de la France, peut-être que du Mali ou du Burkina, c'est possible. Et donc, il faut dénoncer cela. Mais moi, je suis malheureux que mes frères du Mali, du Burkina, du Niger décident de quitter la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'on ne règle pas un problème en essayant de supprimer la source du problème, c'est-à-dire la CEDEAO. Non, il faut corriger la CEDEAO. Il fallait se battre à l'intérieur. Tout est parti de la volonté d'aller attaquer le Niger. Est-ce que dans le cadre d'une sécurité collective, est-ce qu'on peut s'attaquer à un de ses membres? C'était une catastrophe. C'était encore une décision qui prouve la faiblesse de certains de nos leaders. Décider d'aller attaquer le Niger. Moi, tout en n'étant pas d'accord avec les coups d'État militaires, je me serais enrôlé si j'avais l'âge et le truc pour aller aider le Niger. Parce que je suis contre qu'on puisse penser attaquer le Niger. Maintenant, la tâche est plus difficile si la CEDEAO ou le Mali, le Niger et le Burkina. Avec nous, tous les panafricanistes de la sous-région, on dit la CEDEAO atteint ses limites historiques. Il faut arrêter l'expérience CEDEAO et créer maintenant une union des 15 États de l'Afrique de l'Ouest et créer la Fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, une union politique qui nous oblige à une armée commune, une diplomatie commune, commerce extérieur commun, monnaie commune, citoyenneté commune. C'est le projet de l'AES. Non, attendez, entre nous. Il faut respecter quand même Cheikh Anta Diop qui n'a pas connu l'AES. Il faut respecter Kourouma qui n'a pas connu l'AES. Je pense que eux, le projet était plus fondamental. Un Cheikh Anta Diop aurait été furieux s'il était vivant aujourd'hui et que 3 pays se détachent des 15. Il aurait dit, au lieu de vous détacher, menez le combat à l'intérieur. Menez le combat à l'intérieur. Moi, en menant le combat, par exemple, je dis, pourquoi se concentrer sur les coups d'État militaires et les coups d'État électoraux et les coups d'État constitutionnels? On est entouré de coups d'État parce qu'il y a une crise globale de la gouvernance en Afrique. Les Africains sont fatigués de vivre un leadership qui n'est pas à la hauteur des défis du continent. C'est de cela qu'il s'agit. En sortant, on laisse le problème entier et on laisse une sous-région où on est des membres naturels
aller dans ces difficultés ou pourrir sur place alors qu'on ne règle pas ensemble le problème. Tôt ou tard, le Mali, le Niger, le Burkina et les autres pays de la sous-région vont se retrouver en famille, créer une union fédérative des 15 États de la CEDEAO. Je vous jure, on sera 400 millions d'habitants avec les richesses du Mali, l'uranium, du Niger, du Burkina, du Nigeria, du Ghana, le café cacao de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le gaz et tout. On sera une puissance africaine, une puissance mondiale dans les 10-15 prochaines années. Dernière question. Vous avez dû entendre en avril 2024 ce général François Lecointre appeler directement à recoloniser l'Afrique par l'Europe. On est en plein 21e siècle. Est-ce que ce général qui n'est pas anachronique? Discours populiste pour nous divertir, pour nous faire mal, pour nous montrer qu'on est incompétent à diriger des États, qu'eux vont venir le faire à notre place, mais un discours qui n'a aucune sorte d'importance. Si les Africains perdent 10 minutes pour discuter des déclarations de ce général, ils perdent 10 minutes précieuses pour construire l'Afrique et aller de l'avant. Donc ne nous laissons pas piéger par les discours provocateurs, les discours populistes. Ça témoigne peut-être d'un état d'esprit, mais ça les engage, ça ne nous intéresse pas. Si nous lui répondions, monsieur, vous êtes hors sujet, on aurait réglé le problème. Monsieur le ministre, merci beaucoup.